Et donc j'ai choisi ce soir comme thème l'économie circulaire, avec une problématique, vous voyez, une alternative durable au développement linéaire. Alors pourquoi ce thème? Parce que tout simplement j'ai toujours été très sensible aux questions environnementales. À Sciences Po Toulouse, là où j'ai enseigné pendant 25 ans, avant de prendre la retraite, j'ai été un des premiers à introduire un séminaire même économie de l'environnement. Donc au-delà de la problématique de ce soir, c'est quelque chose aussi auquel je suis sensible et auquel bien sûr de plus en plus de personnes, vous allez voir qu'on est obligé peut-être de se sensibiliser plus qu'on le faisait jusqu'à ce jour. Alors j'ai choisi 4 points pour présenter cette conférence. Le premier, on va en gros s'entendre sur les mots. Dans le premier, je vais vous rappeler un peu ce qu'on entend par économie linéaire, économie circulaire, puis la notion de développement durable. Dans un deuxième temps, je vous rappellerai en quoi l'économie linéaire, celle qui existe depuis 250 ans, qui s'est accélérée depuis 40 ou 50 ans, c'est un modèle qui est insoutenable à long terme pour des raisons diverses et variées que je vous rappellerai. Et puis justement, on glissera vers l'économie circulaire. On se posera la question de savoir si c'est un modèle économique qui est respectueux des ressources, notamment naturelles, certainement. Est-ce que pour autant c'est le modèle qui pourra, solutionner tous les problèmes, notamment environnementaux qu'on a aujourd'hui? Certainement pas. Mais en tous les cas, dans la 4e partie, je rappellerai les enjeux de l'économie circulaire, comme tout nouveau concept, tout nouveau système qui cherche un petit peu à s'insérer, il est porteur d'espérance, d'avantages, de bénéfices, puis aussi de problématiques et de problèmes même qu'on découvre au fur et à mesure que cette économie se met en place, vous allez voir progressivement. Alors, l'économie linéaire, circulaire, développement durable, en gros, regardez, le modèle de l'économie linéaire, c'était quoi? C'est en gros le modèle qu'on connaît depuis la révolution industrielle, et puis qui s'est accélérée depuis 250 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On extrait des ressources naturelles. Pourquoi faire? Pour produire, principalement. Quoi? Principalement des objets, des biens. Et puis on les distribue. Ensuite on les consomme. Puis la plupart des produits qu'on a consommés, on les jette. Bon, ça c'est le modèle qui circule encore aujourd'hui à l'échelle mondiale, à l'intérieur du grand système dans lequel on vit. Il n'y en a pas 36 000 d'ailleurs, il n'y en a qu'un dominant, c'est le système capitaliste. C'est un système industriel, même si les services sont très importants, c'est celui qui existe encore aujourd'hui à l'échelle de la planète. Je vous rappelle, il y a 7,5 milliards d'habitants qui vivent principalement de l'économie linéaire à l'heure actuelle. Alors le modèle de l'économie circulaire, je commence un petit peu à vous le présenter, mais je le développerai un petit peu plus tard, c'est lui, vous voyez, un modèle économique dont l'objectif est de produire des biens et des services de manière durable. Déjà, on pense le durable dès le départ, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources, que ce soit les matières premières, l'eau, l'énergie, ainsi que la production de déchets. On pense durablement dès la naissance même de l'activité productive. Alors vous voyez ici un petit schéma, on extrait donc les matières premières et les consommations d'énergie, on fabrique, on transforme, on utilise, puis en fin de vie, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à récupérer et à trier les déchets. On s'en sert pour reconditionner, recycler, et puis après on les réutilise. Donc, ça paraît assez naturel, vous allez voir que il y a très peu de temps qu'on pense quelque part à l'économie circulaire. Économie circulaire versus économie linéaire, donc on se répète un peu, on extrait, ça c'est pour le modèle du tout jetable, c'est ce qui existe à l'heure actuelle, on fabrique, on consomme et on jette. Par contre, le modèle de l'économie circulaire, je le redévelopperai aussi un petit peu plus tard, ça renvoie à des notions de gestion durable des ressources. On pense de long terme. Jusqu'à présent, on vivait à court terme, sans penser de long terme. C'est-à-dire qu'un apport... Attendez. Un apport de... Je vais rapprocher. Un apport de l'économie circulaire, c'est que là, vous allez voir, on pense le long terme. Alors par exemple, c'est la notion d'éco-conception. On cherche à mieux concevoir des produits pour les rendre plus durables, et notamment en passant par l'incorporation de matières recyclables. Donc, vous voyez, dès le départ, aujourd'hui il y a des industriels, mais pas que des industriels, qui pensent différemment le cycle productif et le cycle de leur activité. Ça entraîne aussi forcément derrière une consommation responsable. Il faut que nous, consommateurs, on rentre dans ce schéma, si on souhaite y rentrer bien sûr, notamment en achetant des produits de plus en plus durables. Grâce à une meilleure information, il faut aussi qu'on soit plus informé. Qu'est-ce que c'est qu'un produit qui est durable, qui est recyclé? Comment, dans le maquis des labels, etc., aujourd'hui, comment s'y retrouve? On verra un petit peu plus tard.
Du coup, regardez l'allongement de la durée de vie du produit, hein, eh ben, on commence à envisager de réparer les produits, de les réutiliser et de les réemployer. Il y avait, je ne sais pas, dans nos villages, dans nos villes, combien il y a 30 ou 40 ans, des cordonniers, des réparateurs d'appareils électroménagers, des horlogers. Ils ont disparu. Heureusement, maintenant, on revoit un petit peu apparaître, lentement mais sûrement, des activités des hommes et des femmes qui, tout simplement, bien, réparent des produits. D'accord? Bon. Et puis, bien sûr, le tri recyclable, mieux trier nos déchets pour mieux les recycler, afin de créer des nouvelles ressources. Donc, économie linéaire, vous voyez ce que c'est. Économie circulaire, j'y reviendrai dessus. On passe maintenant vers un autre concept assez connu, c'est la notion d'économie du développement durable. Alors ça a été introduit il n'y a pas très très longtemps, vous voyez, par, vous voyez, Gro Harlem Brundtland. Elle était Premier ministre norvégien en 1987, et à la demande des Nations Unies, a travaillé sur un rapport, vous voyez, Notre avenir à tous. Et c'est la première fois qu'on a vu apparaître cette notion, ce concept de développement durable. Le terme anglais, c'est Sustainable Development, peu importe, la traduction française qu'on a fait, c'est développement durable. Alors, développement durable, allez, pour Brundtland, c'est quoi? On peut en discuter, on n'aura peut-être pas trop le temps de le faire ce soir, il y a aussi sujet à débat, mais c'est un développement qui répond aux besoins du présent, cherche à satisfaire les besoins des hommes et des femmes d'aujourd'hui, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Là aussi, c'est bien aussi que ce concept soit introduit il n'y a pas très longtemps, qu'en 1987, on s'est dit, mais il faut peut-être penser aussi à nos enfants et à nos petits-enfants, dans nos propres activités, nos activités pas qu'économiques, principalement économiques. Et c'est la première fois, vous voyez, moi j'ai un économiste que j'aime bien, c'est Keynes, célèbre économiste. Lui, il a vécu surtout dans les années 30, et lui, il était en pleine crise de 1929, donc lui, il fallait trouver des remèdes, des solutions par des politiques à court terme. Et lui, il disait, à long terme, on sera tous morts. Il avait raison, hein, en parlant de nous, hein, de la génération, de nos générations, de la génération qui était la sienne. Parce que lui, à court terme, il fallait œuvrer, il fallait trouver des solutions. Mais il ne pensait pas à quoi, Keynes? Qu'après lui, il allait y avoir d'autres générations qui allaient arriver. Et dans quel état, regardez, vous allez voir, vous le savez un peu, dans quel état on est en train de laisser notre planète à nos enfants, à nos petits-enfants. Bon, donc, économie circulaire, linéaire, développement durable. Le développement durable, c'est quoi? C'est une démarche qui vise à répondre aux besoins d'aujourd'hui, sans pour autant hypothéquer l'avenir, grâce à une meilleure prise en compte dans l'environnement, dans le développement économique et le progrès social. Ça, c'est assez connu. Donc ça nécessite quoi, ça? Qu'il faut qu'on modifie, on n'a pas le choix, nos modes de production, nos modes de consommation. Et à la limite, on a même nos modes de vie, quelque part. Alors, les trois piliers, le plus connu du développement durable, c'est le pilier environnemental. Je le présente rapidement. C'est quoi? C'est préserver, améliorer et valoriser l'environnement et les ressources naturelles. Ça, c'est connu. Par contre, les deux premiers sont moins connus. Pourtant, ils font partie de cette notion de développement durable. Le premier, c'est le pilier économique. L'objectif d'une croissance plus qualitative. Pendant très très longtemps, pendant des décennies, on réfléchissait que quantitativement. Il fallait que le PIB, que la croissance, elle soit, on dit à 3% c'est bien, ça crée de l'emploi, on satisfait des besoins, etc. Mais à un moment donné, quand nos sociétés, notamment industrialisées, les pays développés se sont développés, est-ce qu'on a des besoins de toujours plus de biens, de plus en plus de quantitatif. On se rend compte que le bonheur, là, quelque part, des collègues de l'Université de Toulouse qui travaillent sur l'économie du bonheur. Ça, mais bon, ils avancent. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est très relatif, c'est très subjectif, bien entendu. Mais est-ce que c'est que quantitatif? Mais certainement pas. D'accord? Donc on commence à penser aujourd'hui, pas depuis très longtemps, mais peut-être depuis une trentaine, quarantaine d'années, que le bonheur, les modes de vie qu'on a, peuvent aussi passer par une croissance plus qualitative. C'est plus demain et déjà aujourd'hui la qualité des produits, des services qu'on va rechercher. C'est la qualité aussi de quoi des relations humaines qu'on a aujourd'hui. Regardez avec le télétravail qui s'est généralisé avec la crise sanitaire. Regardez aussi les réseaux sociaux
les balbutiements de l'informatique au départ, puis on va dire aujourd'hui la généralisation de l'informatique à l'échelle mondiale, fait que, en même temps, on est plus proches les uns des autres, avec un simple clavier, un smartphone, un ordinateur, on communique avec les uns les autres, de par le monde entier. Puis en même temps, regardez, imaginez si on avait, je sais pas, on pouvait photographier parfois nos appartements, nos maisons, qu'est-ce qu'on regarderait? On regarderait des familles le soir. Parfois chacun se trouve, comment dire, avec un objet, il communique à l'extérieur. Son smartphone, son téléphone portable, sa télévision, etc. Ils sont ensemble, parfois ils sont rarement ensemble. D'accord? On communique avec l'extérieur, les relations humaines aussi en même temps. Elles sont, à l'époque des réseaux sociaux, ont été complètement bouleversées. Puis le pilier social, il est aussi très important, surtout dans le contexte actuel. L'idée, c'est de satisfaire des besoins humains, puis répondre à des objectifs d'équité et de cohésion sociale. Santé, logement, éducation, culture. Il faut aussi là qu'un plus grand nombre de personnes, d'individus, à l'échelle nationale, régionale, mondiale, puissent, comment dire, accéder à la culture, à la santé, au logement. Sinon, vous savez ce qui va arriver, hein, ce qu'on voit déjà apparaître, ici ou là, des tensions sociales, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région, à l'échelle du monde entier, quelque part. Donc le développement durable, ce n'est pas uniquement vivons avec un meilleur environnement, certes, mais aussi vivons économiquement différemment qu'on a vécu, et puis surtout, essayons de faire preuve d'une plus grande équité sociale. Par nature, forcément, c'est difficile. Donc, les trois dimensions du développement durable, vous les voyez. La première, c'est l'importance des interactions entre le système économique et la biosphère. À la limite, il y a peut-être que 40 ans seulement, je caricature un peu, mais c'est un peu ça, qu'on se rend compte que l'activité économique impacte l'environnement dans lequel on vit. Jusqu'à présent, on produisait, on puisait dans les ressources naturelles, on polluait, on ne se rendait pas trop compte. Puis depuis 40-50 ans, il y a eu des écrits, il y a des économistes qui ont travaillé sur ces questions-là, qui se sont rendus compte que nos propres activités économiques impactaient la biosphère, notre propre environnement. Intégration des objectifs d'équité dans le temps et dans l'espace. L'équité, oui, c'est dans le temps aussi qu'il faut l'envisager, et dans l'espace. Si il n'y a plus d'inégalité à l'échelle mondiale, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région, dans le temps, par nature, on devine ces sources de tension. D'accord? Donc ça aussi, il faut ouvrir avec, bien sûr, les grandes difficultés qu'il y a, mais on en parle un peu plus tard. Et puis, la prise en compte, enfin, j'ai envie de dire, des effets à long terme. Pendant très très longtemps, on vivait, on mourait assez jeune, hein, il y a 50 ans, 60 ans, enfin, ou 100 ans, 3 siècles en arrière, etc. Maintenant, l'espérance de vie, on est à 80 ans, par exemple, en France. Mais on commence à réfléchir aux effets à long terme de nos activités. D'où ces notions de développement durable, d'économie circulaire, notamment. Alors, l'économie linéaire, par nature, vous l'avez déjà compris, vous n'avez pas attendu de me rencontrer ce soir pour le deviner, c'est un modèle qui est insoutenable à long terme. Pour des tas de raisons. Aujourd'hui, on extrait des matières premières. Par nature, quand on n'est que quelques centaines de millions à l'échelle mondiale, on peut en puiser des ressources naturelles. Quand on est 7 milliards et demi, qu'on est 11 milliards en 2100, vous devinez que les ressources naturelles, par nature, elles ne vont pas se renouveler. D'accord? Bon, on transforme ces ressources en produits. Bien entendu, 7 milliards et demi d'habitants, même si les niveaux de développement sont différents, ça pollue. Les produits sont utilisés de façon éphémère. L'obsolescence, elle est programmée. Combien de fois vous avez changé vos smartphones, moi aussi, d'autres objets, d'autres produits, alors qu'on aurait pu continuer de les utiliser. On aurait pu continuer de les utiliser. Mais ils sont programmés pour vivre un certain nombre d'années, pour pouvoir les remplacer, pour, quelque part, augmenter l'activité économique, le chiffre d'affaires, quelque part. Mais ça, vous voyez, à long terme, on ne peut pas continuer ainsi, parce que ces mêmes produits, une grande partie, jusqu'à une époque assez récente, étaient jetés, et donc on accumulait des déchets. D'accord? Bon, depuis 50 ans, oui, nous épuisions les ressources de la planète. En 1969, la planète, elle suffisait tout juste à satisfaire les besoins d'humanité. Les ressources qu'on avait permettaient tout juste à les satisfaire. En 2019,
1,75 planètes. Ça veut dire quoi, ça serait nécessaire pour satisfaire tous nos besoins sans pénaliser les générations suivantes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on puise sur des ressources qui ne se renouvellent pas, certaines. Je sais pas, les déforestations qu'il y a parfois dans certaines régions du monde, notamment en Amazonie. On puise déjà des ressources. Et si on continue comme ça, les générations futures ne pourront pas utiliser ces ressources, parce qu'elles n'existeront plus, tout simplement. Alors, pourquoi c'est un soutage? Je vais vous donner quelques exemples, quelques diapos, vous les connaissez pour la plupart, mais on va passer vite sur certains. Premier, l'effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel. D'accord? Vous voyez, l'énergie en provenance du Soleil, elle traverse l'atmosphère, une partie de l'énergie est renvoyée vers l'espace, et la surface de la Terre est réchauffée par le Soleil et renvoie la chaleur vers l'espace. Ça, c'est un phénomène naturel. Malheureusement, tous les gaz à effet de serre qui sont produits par nos activités économiques, le dioxyde de carbone, le méthane par exemple, eh bien, agit, comme un effet de serre, c'est-à-dire qu'en gros, empêche, la chaleur de repartir. Du coup, d'où l'augmentation des températures que vous connaissez, le réchauffement climatique. Ceux qui n'y croient pas, écoutez, qui regardent un peu, je sais pas, il y a peu de gens qui n'y croient plus aujourd'hui, qui pensent que c'est un phénomène. À un moment donné, il y avait des thèses, vous savez, l'effet de serre, bien sûr, continue de jouer, puis d'autres qui pensaient que c'était, il y a eu des périodes de réchauffement dans l'histoire, des périodes aussi de refroidissement, mais aujourd'hui, si on cherche à être objectif, on se rend compte que nos activités économiques impactent fortement les gaz à effet de serre par nature. Au passage, le méthane qui va s'échapper de plus en plus des glaciers, il est beaucoup plus toxique au passage que le dioxyde de carbone de nos chauffages ou de nos véhicules diesel. La concentration, vous voyez, de gaz carbonique dans l'atmosphère, alors on regarde sur une très longue période, regardez, ce qui est inquiétant, c'est ça. C'est qu'en gros, c'est depuis 1970-1980, il y a à peu près une cinquantaine d'années, que les courbes s'accélèrent. D'accord? Ça, c'est l'accumulation de nos activités, l'industrialisation de certains produits notamment. Et là, sans rentrer dans le détail, vous voyez, ça, ce sont des scénarios qui sont plus ou moins, certains sont optimistes, d'autres pessimistes, peu importe. Vous voyez la courbe, là, en gros, 1970-1980, ça s'inverse, alors qu'elle était restée relativement stable pendant très très longtemps. Ensuite, autre phénomène aussi connu, alors par pays, regardez, c'est intéressant, je vais vous donner, c'est bien sûr la Chine aujourd'hui qui arrive largement en tête en millions de tonnes, derrière les États-Unis, l'Inde. Par contre, cette courbe beaucoup moins connue, le graphique beaucoup moins connu, si on regarde par habitant, regardez ce que ça représente. C'est pas les Chinois qui polluent le plus par habitant, c'est les tout petits pays, notamment ceux qui sont pétroliers, notamment, ou qui fabriquent du gaz, qui sont, vous voyez, au Moyen-Orient ou au Proche-Orient, vous voyez, le Qatar, le Koweït, eux, ils ne polluent pas beaucoup, mais à l'échelle de leur population. Proportionnellement, ils polluent beaucoup plus que des pays comme la Chine ou comme l'Inde notamment. Allez, température moyenne de la surface de la Terre. Là, c'est pareil, vous voyez, là, les courbes, en gros, de l'an 1000 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, ça augmente presque pas. Au XXe siècle, la température moyenne elle a augmenté de 0,5 degrés à l'échelle de la planète. Et là, vous voyez, pareil, les années 1970-1980, vous voyez, les courbes, là, en fonction des scénarios qui sont envisagés, le plus pessimiste, en gros, si on ne fait rien, si on ne modifie rien, il ferait 5,6 degrés de plus en moyenne à la surface de la Terre en 2100. Donc vous voyez, là, tous les grands cycles de conférences qu'on a eus, la COP de Paris, notamment il y a quelques années, ont cherché à arriver à 1,5, à 2 degrés à l'échelle, de la fin du siècle. Aujourd'hui, il faut accélérer nos mutations pour pouvoir y arriver. L'impact du changement climatique à l'horizon 2050, on n'a peut-être pas trop le temps de le commenter, mais là, 2050, c'est bientôt, c'est dans 30 ans. Alors je ne dis pas, vous voyez, alors forcément, là, vous voyez, dans toutes les régions, il y aura un réchauffement qui sera plus marqué, en été, dans le quart sud-est notamment, avec les vagues de chaleur qui vont augmenter, l'évaporation, distribution des débits des lacs, effet sur les rendements agricoles, etc. Les grandes villes aussi.
les forêts, etc. Donc vous voyez, en plaisantant, je me souviens, quand on était en plein confinement, et puis je sais plus, j'avais un collègue qui était breton, qui était à Rennes, et puis qui m'avait envoyé, comment dire, un petit dessin humoristique. On était en plein confinement, et c'était la région Bretagne qui avait fait passer un message, avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Vous savez, là, on se refermait les uns sur les autres. Hein. Et, région Bretagne, interdit aux réfugiés climatiques. Donc, avec beaucoup d'humour, je ne dis pas, mais peut-être que demain, regardez, demain, c'est, je sais pas, dans 20 ou 30 ans, les destinations peut-être à la mode, hein, ça sera peut-être la Bretagne, ça sera peut-être le nord de la France, etc., parce qu'il fera peut-être beaucoup plus frais que dans les autres régions françaises. La perte des glaciers de mer de l'Arctique, alors le réchauffement climatique, il est à l'œuvre, hein, donc vous voyez, regardez par exemple en 1980, regardez la surface, là on est dans la mer de l'Arctique, puis regardez en 2019, vous voyez déjà la surface. 2080-2019, c'est 40 ans, d'accord. Regardez, perte annuelle, sur cette période-là, 87 000 km². Chaque année, un territoire comme l'Écosse, la disparition des glaciers correspond chaque année à la perte de l'Écosse. Sur une année entière, sur une décade, sur 10 ans, c'est la perte d'un territoire composé du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la France. Et bien sûr, en 40 ans, c'est 3,48 millions de km². En gros, ça correspond à la surface de l'Inde, du Bangladesh, en 40 ans. Vous imaginez, j'espère que les photos qu'il y aura dans 40 ans, je serai peut-être plus de ce monde certainement, j'espère que, à nouveau, comment dire, la surface, ça sera arrêté de diminuer et aura continué d'augmenter. J'aime bien les dessins humoristiques parfois, et puis le premier, oui, écoutez, on a envie de dire à nos enfants et aux petits-enfants, soyez plus intelligents que nous. Comment dire, parce que nous, on ne vous laisse pas forcément une planète en très bon état. Soyez-vous plus sensibles qu'on l'a été, quelque part. Et moi, je vois, vous voyez, donc, le public que j'avais à l'université, c'était des jeunes qui avaient 20-25 ans, et sans qu'on leur en parle, on sentait, et ça me réjouissait quelque part, ils étaient sensibles, beaucoup plus sensibles que nous, que moi à l'époque, quand j'étais sur les bancs d'université, à ces questions et ces problématiques environnementales. Le nombre de catastrophes naturelles survenues dans le monde de 1980 à 2008, on passe assez rapidement, elles n'ont fait qu'augmenter, que ce soit des phénomènes géologiques, météorologiques, hydrologiques, climatologiques. Ils augmentent régulièrement, et puis chaque année, chaque semaine, chaque mois. Hein, on entend ici ou là, pas forcément rien d'ailleurs dans la région, mais on peut aussi être touché. Hein, et votre région, enfin notre région, à Toulouse, je fais partie aussi d'Occitanie, mais l'autre notamment a été touchée aussi, a été marquée, comment dire, par des phénomènes climatiques assez connus. L'impact des particules fines sur la santé, hein, regardez, une ville comme Bucarest par exemple, ils perdent près de 2 ans de vie. Tout simplement parce que il y a trop de rejets, comment dire, de particules fines qui affectent les voies respiratoires et bien sûr dû notamment aux émissions des véhicules, diesel, chauffage. Il vaut mieux vivre de ce point de vue-là, oui, plutôt à Stockholm, à Dublin, à Malaga, plutôt que dans les pays où peut-être on a moins surveillé l'environnement qu'on a pu le faire par ailleurs. Bon, les ressources en eau, là aussi peut-être rapidement. 1 milliard de personnes n'ont pas accès physiquement, financièrement à un approvisionnement en eau. Sur 7 milliards, ça fait quand même beaucoup. 2,5 milliards de personnes n'ont pas accès à des systèmes d'assainissement. L'accès à l'eau donc conditionne le développement, l'accès à l'éducation. Dans 20 ans, la quantité d'eau potable disponible par personne aura diminué d'1 tiers, si bien sûr on n'agit pas aujourd'hui et très rapidement. Diminution imputable pour 20% au changement climatique. En 2050, 50% de la population mondiale sera en situation de pénurie totale d'eau, si bien sûr on n'agit pas comme on devrait le faire. Donc 2,2 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à l'utilisation d'une eau impropre à la consommation. C'est la première cause de mortalité dans le monde. Bon, en plus elles sont mal réparties, hein, ces ressources en eau, hein, vous le voyez, et puis donc des pays, vous voyez, comme l'Afrique, notamment l'Asie, hein, vont souffrir davantage d'une pénurie en eau. Des pays comme notamment, ou des régions comme notamment l'Amérique du Sud sont richement dotées par contre dans ce domaine.
Les sols, bien sûr, se dégradent. Hein, c'est souvent l'agriculture intensive, avec les pesticides, les insecticides. Donc, vous voyez, à la surface de la Terre, des sols qui sont très dégradés, d'autres moins. Mais la tendance, malheureusement, c'est à la dégradation. On rentre... et puis, regardez, des accidents, il y en a eu parmi tant d'autres. J'ai pris l'exemple de Tchernobyl. Il a libéré au moins 100 fois plus de radiation que les 2 bombes atomiques qui ont été larguées sur le Japon. Bon. Alors, gestion des forêts, de la faune, et la flore sauvage, là aussi, les limites de l'économie linéaire. Les forêts primaires, elles disparaissent d'environ 1% par an, à cause d'une surexploitation du bois notamment, liée aussi à des cultures d'exportation, regardez l'huile de palme notamment. L'impact est lourd hein, en termes de biodiversité, plus de carbone, il y en a moins. Des migrations, l'exode vers des villes, des villes notamment des faubourgs avec des bidonvilles, et puis la corruption, les exploitations illégales que vous pouvez connaître. Bon, la longue vie des déchets abandonnés dans la nature, hein, je vous passe un peu le détail, n'abandonnez pas tout simplement vos déchets. Il y a des poubelles, on peut les garder, et puis pas les conserver, mais il y a des endroits pour pouvoir le faire. Je me souviens avec les étudiants, on avait été visiter le Séquestre. C'est une toute petite commune qui touche Albi. Je parle 10 ans en arrière. Assez connue parce que le maire a été pionnier dans le domaine de l'environnement. Il était reconnu dans l'Europe entière. Et quand il nous a reçus, on est reçus avec une trentaine d'étudiants, il dit regardez ma commune. Elle n'est pas sympathique. Hein. Il y a un grand centre commercial, il y a un circuit automobile. Rien n'était, comment dire, attractif. Et pourtant, nous, vous voyez, dans le village, on a. Et vous voyez, vous promenez dans la commune, vous voyez des papiers par terre, non. Et vous voyez, c'est simple, tous les 5 mètres, il y avait, comment dire, une poubelle pour pouvoir le faire. Etc., etc. Il y avait déjà du recyclage, etc. Bon. Ce qui prouve aussi, je vous dirais en conclusion, qu'il faut aussi qu'il y ait des volontés politiques, certainement, mais pas que. Et parfois, il y a des pays, je ne sais pas, des pays scandinaves, par exemple. Ils ont un lien avec la nature, avec l'environnement beaucoup plus fort que nous. Donc forcément, c'est peut-être plus facile aussi d'œuvrer dans des pays où le respect de la nature est déjà, comment dire, ancré quelque part dans ça. Bon, question démographique. On est 7,5 milliards d'habitants aujourd'hui. Vous voyez un petit peu l'évolution des chiffres là. 2030, 8,5. 2050, 9,7 milliards. 11,2 milliards. Toutes choses égales par ailleurs, comme disent certains de mes collègues cerveaux, si... en fonction, bien sûr, des comportements démographiques qu'on peut envisager, penser, mais regardez, qui avait imaginé la crise sanitaire, par exemple? Personne. D'accord? Bon. Alors, le problème, c'est que les pays les plus peuplés du monde, c'est déjà les pays en développement, bien entendu. Là, ils représenteront, à la fin, c'est 70-75% de la population mondiale, aujourd'hui. Et puis, regardez l'aggravation. Ça sera l'Inde en 2100, le pays le plus peuplé. 1,44 milliard. La Chine va même diminuer sa population. Le vieillissement démographique est à l'œuvre en Chine. La politique familiale, un couple, un enfant, forcément, sur le long terme, ça entraîne une diminution de la population. Bon, le Nigeria, 733 millions. Le Congo, 362 millions d'habitants. La densité, la quantité que ça peut représenter. Bon, alors ça entraîne bien sûr une urbanisation. En gros, 56% de la population mondiale vit dans des villes à l'heure actuelle. C'est 80% dans les pays développés. Alors, bien sûr, l'extension des villes, ça entraîne, il faut circuler, il faut accéder entre son lieu de vie et son lieu de travail, donc avec toutes les licences que ça peut entraîner. Regardez, certaines mégalopolises aujourd'hui, comme elles sont très importantes, le delta de la rivière des Perles à Hong Kong, 65 millions d'habitants. Le Grand Tokyo, 42 millions d'habitants. Sao Paulo, 36 millions d'habitants. Jakarta, 35 millions. Donc tout est relatif. Vous voyez, moi je suis à Toulouse, une petite commune qui est Toulouse. Je suis à la retraite, je trouve que la ville est trop grande maintenant pour moi. J'aspire, vous voyez, déjà à vivre dans un environnement. Quand je viens ici, je suis content de venir vous rencontrer. Parce que je sens qu'on vit, comment dire, un autre rythme. Je ne connais pas Arzens en particulier, mais je connais d'autres villages, y compris même d'ailleurs pas très loin d'ici, du côté de, on en parlait avec Jean-Marie, la famille du côté de Mons, après Trèves les Capucins, bon, etc. Alors c'est peut-être à mon âge aussi, mais oui,
autant j'étais content d'être à Toulouse, j'ai fait mes études et puis je fais toute ma carrière, autant aujourd'hui, je sais que je ne vais pas y rester, parce que c'est une trop grande vie pour moi maintenant. J'aspire à autre chose, de vivre peut-être dans un cadre de vie, comment dire, plus proche de la nature, où il y a peut-être une vie, comment dire, sociale, plus forte, plus intense. Or, moins de 35% de ces villes traitent les eaux usées, et plus de la moitié des déchets ne sont pas ramassés. Bon, donc vous voyez que j'aurais pu vous en passer plein d'autres diapos, photos, etc. Ce mode, ce système linéaire, il est condamné. D'accord ? Et nous, c'est nous qui le condamnons quelque part, par nos propres comportements. Alors, c'est quoi l'économie circulaire? Ben, selon l'ADEME, l'Agence de développement d'économie et de la maîtrise de l'énergie, c'est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus. Une autre définition, alors Vincent Rey, je le connais, je l'ai eu comme étudiant, et il a travaillé longtemps après l'Institut d'économie circulaire à Paris, puis aujourd'hui il travaille dans un grand cabinet anglo-saxon, justement pour développer, favoriser la protection de l'environnement. Alors lui, avec son collègue, comment il le définit? Ça ressemble, c'est un principe d'organisation économique qui vise à réduire systématiquement la quantité de matières premières et d'énergie à tous les stades du cycle de vie d'un produit ou d'un service, et à tous les niveaux d'organisation d'une société, en vue d'assurer la protection de la diversité et un développement propice au bien-être des individus. Vous pouvez penser au bien-être. Pourquoi il faut qu'on ait du sens à notre vie. Je trouve aujourd'hui, vous voyez, que parfois, il faut poser. On vit dans un monde turbulent, globalisé, où on a l'impression de ne pas avoir le temps. D'accord, avec la crise sanitaire, on vit différemment, certainement. Mais à un moment donné, moi je disais même aux étudiants, mais allez, keep cool, comme disaient les Anglais. Posez les valises. Réfléchissez un peu dans la journée, le soir, quand vous voulez. 5 minutes. Mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire? Individuellement, collectivement, quelque part. Mais je trouve que parfois, il n'y a pas assez de sens dans nos projets. On en a bien sûr des projets. Mais collectivement, parfois, il faut aussi davantage réfléchir. L'économie circulaire, donc, c'est une nouvelle façon de vivre et de consommer qui concerne tous les acteurs de la société. C'est les citoyens, les collectivités locales, les entreprises, les administrations, les associations, vous le verrez. Alors, il y a 7 grands piliers, je vais vous les décomposer un par un, autour de 3 grands thèmes. Le premier, c'est les acteurs économiques, que sont les entreprises. Bien, elles, qu'est-ce qu'elles commencent à faire déjà? Certaines d'entre elles, elles cherchent à s'approvisionner durablement. Je vous dirai un petit peu ce que c'est tout à l'heure. Elles envisagent de l'éco-conception. On conçoit des produits dès le départ, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Il y a beaucoup d'innovation derrière tout ça. Bon, écologie industrielle et territoriale, on va chercher de plus en plus à assembler sur un même espace plusieurs acteurs économiques. On est clients, les fournisseurs, on regroupe des activités, quand on peut le faire, bien entendu. D'accord ? Et puis l'économie de la fonctionnalité, je vous développerai ça, mais on l'utilise au quotidien. En gros, aujourd'hui, on est peut-être moins attaché que par le passé à la propriété des objets. On est peut-être plus attaché, comment dire, à leur usage. C'est ça l'économie de la fonctionnalité. Nous, consommateurs, on a un rôle très important, vous voyez. Demande de comportement des consommateurs. Dans nos achats, il faut qu'on soit responsable de plus en plus. Consommation collaborative, on peut peut-être consommer à plusieurs. Je sais pas, les jeunes aujourd'hui, moi les étudiants, je leur dis, levez la main dans l'amphithéâtre, ceux qui ont un studio tout seul. Il n'y a presque aucun qui lève la main. Ils sont tous en colocation, etc. D'accord? Bon, utilisation. L'allongement de la durée d'usage, réemploi, réparation, réutilisation et le recyclage. Alors on va les reprendre un par un, ça c'est important. L'approvisionnement durable, vous voyez, c'est, donc on est chez les entrepreneurs, chez les entreprises, c'est l'élaboration et mise en œuvre d'une politique d'achat responsable. Sélectionner des fournisseurs sur des critères environnementaux. Il y a des labels, il y a des réglementations, il y a des codes.
Vous les respectez? Très bien. Ben, écoutez, on va vous choisir. On va travailler ensemble. D'accord? Mais donc, vous voyez, ça nécessite aussi des entreprises de tendre vers ces systèmes. Accompagnement des fournisseurs dans l'amélioration de leurs pratiques. Vous êtes déjà notre fournisseur, vous voulez évoluer vers un peu plus dans ce garde environnement. Très bien, je vais vous aider dans vos pratiques. Moi, je pratique, je vais vous aider. D'accord? L'éco-conception, je vous disais tout à l'heure, démarche qui consiste à diminuer, dès sa phase de conception, les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service tout au long de son cycle de vie. C'est-à-dire que dès le départ, on conçoit des produits dont l'impact sur l'environnement qu'on a sera le plus faible possible. Et ça tout au long du cycle de vie de produit. Donc on conçoit, on imagine des produits au passage donc, qui ont une espérance de vie plus longue que ceux qu'on peut consommer aujourd'hui. Écologie industrielle et territoriale, donc on recherche des synergies, surtout industrielles, à l'échelle d'une zone, d'un espace, d'une localité par exemple. En gros, les déchets d'une entreprise peuvent devenir les ressources d'une autre. J'ai fait venir à l'université deux jeunes entrepreneurs. Là. Ils utilisaient, comment dire, les huîtres, les coquillages des huîtres. Très bien. Et bien pour en servir pour plusieurs utilisations, notamment même pour l'alimentation, comment dire, pour les animaux. Bon, économie de la fonctionnalité, ça on le pratique, c'est une forme d'économie collaborative qui privilégie l'usage à la possession et tend ainsi à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. On est en colocation, on fait du covoiturage, on achète des meubles en commun, etc. L'étudiant, moi j'en ai eu 2 aussi ou 3, qui se dit tiens, souvent on bouge quand on est à l'université. Il faut faire des stages, il faut partir à l'étranger, etc. On reste peut-être pas toujours dans le même... On ne va pas acheter des meubles pour... Non. On va imaginer une entreprise où vous allez, comment dire, apporter les meubles que vous avez, ou vous les louez à d'autres étudiants qui chaque année, etc. Oui, bon. C'est aussi parfois, pas besoin de chercher midi à 14h, il suffit de regarder parfois son vécu et d'identifier à un moment donné une demande particulière. Consommation responsable, donc consommation raisonnée et orientation de ses choix de produits en fonction des critères socio-écologiques. Et ça nécessite de l'information, qu'on n'a pas toujours de manière suffisante. Allongement de la durée d'usage des produits par le recours au réemploi, à la réparation et à la réutilisation. On commence à revoir, c'est bien, cordonnier, j'ai dit, tiens, c'est bien. Horloger, c'est bien. J'ai vu un réparateur d'articles ménagers, c'est bien. Ça avait disparu, on ne voyait plus. Bon. Recyclage, bien sûr, traitement et valorisation des matières contenues dans les déchets collectés. Bon, exemple, un des plus connus, c'est au Danemark, Kalundborg. Exemple d'économie symbiotique. On vit en symbiose. Bon, ça existe depuis 30 ou 40 ans. Au départ, il y a une raffinerie. Alors, regardez, l'eau chaude, qu'est-ce qu'on en fait? Regardez, ça sert aux serres qui sont à côté. Le surplus de gaz, on l'utilise dans les entreprises de panneaux de plâtre. L'eau de refroidissement, on s'en sert, comment dire, pour la centrale électrique, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais oui, il y a eu des exemples dans l'histoire, même récente, où, dans le même espace, sont rassemblées plusieurs entreprises qui ont des liens, qui ont des synergies. Ils sont fournisseurs, ils produisent, ils distribuent. Et ça crée forcément, eh bien, regardez, on trouve même des emplois, de la main-d'œuvre, on collabore, on met ensemble des ressources qu'on a quelque part. Alors ça c'est bien, on ne peut pas le faire bien sûr, comme on veut, à l'échelle de tous les pays. Bon, exemple d'économie circulaire, il y en a des dizaines d'exemples connus. Regardez le coton bio, par exemple. Ben oui, le textile qu'on peut connaître, les t-shirts. Quand c'est usagé, qu'est-ce qu'on faisait pendant très très longtemps? Ben, on le jetait, on le donnait, je ne sais pas, les associations, et encore on le jetait tout court. Bon, ben, une fois que c'est usagé, on peut le réutiliser pour faire notamment des garnitures de canapé. Plutôt que de le jeter, regardez, on le transforme en laine d'isolation pour le bâtiment. Et puis la fibre de coton, elle peut même, avec sans aucun traitement chimique, peuvent retourner à la nature, on peut refabriquer avec tout ce qu'on a fait, peut-être des autres textiles, etc. D'accord? Exemple. Alors, je vais vous donner des exemples plus concrets d'économie circulaire que je connais réellement. Lutter contre le gaspillage alimentaire. À Paris, il y a une société, Too Good To Go,
qui permet aux restaurants et aux commerces de bouche de revendre leur nourriture excédentaire directement aux particuliers à moindre coût via une application mobile. Oui, c'est pas si compliqué que ça. Tous ces excédents qu'il y a dans les cantines, dans les restaurants, tout ça qui partait, allez, ça partait à la poubelle quelque part. Bon, apprendre à réparer pour moins consommer. Au sein d'associations Repère Café, des professionnels du bricolage ou des simples amateurs se portent volontaires bénévolement pour aider les Parisiens à lui faire réparer leurs objets hors d'usage. Ce qui existe à Paris peut exister ailleurs, bien entendu. Le recyclage des brosses à dents bioseptiques, je ne sais pas si vous les connaissez, les manches sont produits à partir de bioplastiques qui proviennent de déchets d'autres industries plastiques, à partir de coquilles Saint-Jacques concassées qui proviennent des restaurateurs, des passionnés, etc. Vous voyez, l'économie circulaire, en boucle. Consommation responsable, le jean infini, vous voyez, de 1083, il est fabriqué à partir d'anciens jeans usés. Les consommateurs y paient un surplus, une consigne qui les incite à rapporter ce jean à sa fin de vie pour qu'il soit recyclé en nouveau jean. L'éco-conception, regardez la coopérative Merci René, je connais son de ses dirigeants, il crée des espaces et du mobilier éco-responsable. À côté de l'université, il y a notamment l'annexe, c'est une résidence étudiante qui a été conçue entièrement avec du mobilier éco-responsable. Bon, puis les circuits courts, la ruche qui dit oui, vous connaissez, d'ailleurs certainement des ruches pas très loin de chez vous. C'est une plateforme de vente en ligne qui favorise des échanges directs entre producteurs locaux, notamment les maraîchers, fruits et légumes et compagnie, et des communautés de consommateurs qui se retrouvent régulièrement lors de véritables marchés éphémères. Donc, vous voyez là, on est comme en lien entre le consommateur et le producteur à l'échelle locale. Alors, les bénéfices de l'économie circulaire, selon les acteurs, les citoyens, ça permet d'adopter un comportement plus responsable, accéder à des services innovants, n'existaient pas, tous ces services qu'on utilise aujourd'hui déjà, progressivement, disposer de nouvelles sources de revenus, il y a des consommateurs qui vivent aussi de ces activités. Et puis bénéficier d'une réduction du coût global de certains biens. Les entreprises, elles réduisent les coûts. On réutilise des produits usagés, recyclés. On bénéficie d'un approvisionnement durable. Ça améliore aussi la qualité des produits. Ça génère de valeur. Et puis on anticipe aussi les réglementations futures. Les réglementations, elles vont se durcir. Donc si vous anticipez ces réglementations, quand les réglementations viendront, vous serez déjà, vous, adapté, vous serez en avance par rapport à vos concurrents. Et puis stabiliser l'excédence environnementale, oui, vous le faites pour vous, parce que vous avez, comment dire, vous pensez que c'est souhaitable pour votre entreprise, pour vous, pour la société, forcément, vous allez communiquer auprès de vos clients sur, comment dire, l'excellence environnementale qu'est la vôtre. Les pouvoirs publics, ça préserve l'environnement, crée des opportunités d'emploi, on relocalise certaines productions. Je ne sais pas, il y a certaines régions françaises qui étaient issues de la deuxième révolution industrielle, qui vivent très très difficilement des reconversions. Ça permet dans certains cas, pas tous, de reconvertir vers de nouvelles activités de services notamment. Bon, lutter contre les risques d'épuisement des ressources naturelles, dynamiser les marchés intérieurs et améliorer les balances commerciales. On exporte des produits issus de l'économie circulaire, notamment en France. Bon, exemple, en Occitanie, par exemple, vous voyez, il y avait 2015-2020, regardez, 35 000 établissements liés à l'économie circulaire, ils étaient 44 000 5 ans plus tard. Les effectifs, vous les voyez, c'était pareil. En gros, 40 000, pas tout à fait, 120 000. En l'espace de, là un peu plus, en l'espace de 10 ans. Donc l'économie circulaire, allez à l'œuvre. D'accord ? Et progressivement, comme c'est là aussi des nouveaux concepts, des nouveaux systèmes, il faut du temps pour pouvoir le faire. Bon, alors les freins. L'économie circulaire, c'est bien entendu, c'est pas la panacée en soi, comme tout ce qui est innovant, il peut y avoir aussi des freins qui sont assez... Alors, j'ai pris l'exemple des industriels. En termes d'organisation, regardez, l'impact, il n'est pas forcément mesuré de l'économie circulaire. Puis parfois, il y a des rigidités liées à l'historique de l'entreprise. On a des schémas, on a des process, on a des habitudes, parfois accumulées sur des décennies. Passer d'un système ancien à un nouveau système, il y a peut-être des résistances, à l'intérieur, y compris parmi le personnel. Savoir-faire et technologie inexistants.
encore faut-il être capable de franchir le pas de l'économie circulaire. Est-ce que le produit que j'ai, est-ce que du jour au lendemain, je peux le rendre plus durable, plus respectueux de l'environnement? Est-ce que je sais le faire? Bon, puis complexité des standards industriels. Les chaînes logistiques. Les chaînes éco-industrielles, comme le Danemark, je l'ai fait voir tout à l'heure, est-ce qu'on peut le faire? Ben non. Relocaliser certaines chaînes d'activité, c'est pas d'un coup de baguette magique. On dit, tiens, on va prendre le Grand Carcassonne autour, et puis là, on va... Non, ça, c'est pas comme ça. D'accord? Bon. Il y a aussi, parfois, il y a l'absence d'une offre en matière recyclée ou matériaux durables. On voudrait, mais on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas assez d'offres. D'accord? Puis, il manque de débouchés, de sous-produits. Vous faites des produits recyclés, mais il n'y a pas encore suffisamment de demandes de la part d'autres entreprises. Réglementation. Alors, il y a des normes ou réglementations qui sont bloquantes, manque d'incitation réglementaire à l'heure actuelle, et puis sous-communication des enjeux. Alors, besoin d'une approche systémique. Ça, je pense que c'est vrai. Le prix des matières premières recyclables ne sont pas suffisamment concurrentiels par rapport à ceux des matières premières vierges. Ça coûte plus cher aujourd'hui. D'accord? Bon. Et puis, certains produits, comme les plastiques, est-ce qu'ils peuvent être entièrement substitués? Est-ce qu'on peut, en l'espace, je sais pas, de 20 ou 30 ans, ne plus utiliser de plastique? Je n'ai pas la réponse. C'est difficile. On peut certainement dire. J'ai vu télé récemment une imprimante en amidon de maïs. Ça fonctionnait très bien. Qui remplaçait l'imprimante en plastique qu'on connaît. Bon, demande, manque de marché public réservé. Là, l'État pourrait jouer un rôle plus important. Les canaux de distribution et les consommateurs ne disposent pas d'informations suffisantes et claires. Il y a des confusions entre la notion d'économie circulaire, du local, le respectueux de l'environnement. Il y a un maquis là. On n'est pas assez informé. D'accord? Puis le volume des ventes ne vont-ils pas diminuer si on augmente la qualité et la durabilité? Si on produit demain des biens dont l'espérance de vie est plus longue, on va les conserver. On va les construire plus longuement quelque part. Et que donc, est-ce que ça ne va pas ralentir, comment dire, quelque part, le volume des ventes? Rentabilité d'investissement, capacité d'investissement insuffisante et risques financiers, ben oui, parce que se lancer dans ces nouvelles activités, les risques financiers peuvent être non négligeables. Difficulté à attirer les investisseurs, rentabilité de l'offre, le coût du travail pour les opérations de diagnostic et de réparation peut constituer un frein à l'embauche. C'est vu dans certains cas. D'où la fabrication de produits dans des pays locaux. On continue malgré tout. Et je parlais combien, même récemment, on se relocalise dans certains domaines, en France, tant mieux, mais on continue de délocaliser. Alors on va moins loin maintenant, on va un petit peu dans les pays de l'Est notamment. D'accord? Allez, donc comment accélérer cette transition? Alors il y a un levier réglementaire, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de tout ça. On doit accompagner l'industrie, notamment par une réglementation plus favorable, pour ceux notamment qui sont respectueux. Soutien économique, ça peut être une fiscalité circulaire demain. Ceux qui se sont lancés dans ce processus, écoutez, c'est bien, l'impôt sur le bénéfice, on va vous le diminuer de 10% parce que, etc. D'accord? Bon. On peut orienter la commande publique vers ce type de produit. Et puis, changement de comportement, sensibiliser les citoyens consommateurs, renforcer la demande pour stimuler l'offre, très bien. Puis il faut former les acteurs d'industrie et les étudiants et vos dirigeants. Il faut leur dire qu'il y a des nouveaux modèles économiques qui existent. Aussi bien auprès des industriels que des étudiants, des décideurs. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent aujourd'hui. Il y a des masters en économie circulaire, je ne sais pas si ça existe pour autant, mais des masters aujourd'hui qui existent et qui sont très très nombreux, notamment sur l'environnement. Allez. Je ne rentre pas dans les détails non plus, depuis 2021, il y a une loi anti-gaspillage et d'économie circulaire qui est sortie, je vous invite à la retrouver. En gros, l'idée, c'est on va essayer d'en finir avec le plastique jetable. On va progressivement diminuer, comment dire, les plastiques jetables. Rendre le tri plus efficace. Il y aura un logo unique à un moment donné qui apparaîtra. Interdire l'élimination des invendus. Ça c'est bien aussi. Créer un indice de réparabilité.
quand on achètera des produits, il y aura en gros trois petites informations. C'est pas réparable, c'est un peu réparable, c'est complètement réparable. Ça va peut-être modifier, nous, notre consommation, quelque part. D'accord ? Vendre des médicaments à l'unité, à partir de 2022 ou 2023, je crois, 2022, on va pouvoir acheter des médicaments à l'unité. Alors qu'avant, je sais pas, on achetait parce que notre médecin nous disait, on avait une boîte et puis on n'en utilisait que la moitié parce qu'on allait mieux travailler d'ailleurs. Mais pas par contre, vous imaginez un peu les déchets que ça peut entraîner. Puis cesser l'impression des tickets de caisse, donc ça commence à se faire, on vous demande d'ailleurs, bon, ça va s'accélérer. Allez, en guise de conclusion, je ne sais plus si je suis dans les temps, ça va être à peu près ça, c'est parfait. Allez, donc, économie circulaire versus développement durable. Vous avez compris qu'il y a une nécessité d'agir globalement et rapidement. Rapidement parce que le temps joue contre nous. Pourquoi ? Parce que toutes les limites du développement linéaire, elles apparaissent aujourd'hui au grand jour. D'accord ? Un jour, moi, je discutais avec un ami, un très très bon ami, mais il me dit, pourquoi tu t'intéresses à ça ? Mais écoute, mais pourquoi tu fais ? J'ai dit, écoute, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. D'accord ? Alors, il faut le faire vite, parce que les enjeux, je vous allez développer certains, et puis globalement, bien entendu. Si nous, à l'échelle d'un territoire, on est sensible à ces questions, on œuvre à tous les niveaux, tous les acteurs le font, d'avoir un impact que limité à l'échelle de la planète. Ça veut dire que l'ensemble des États, l'ensemble des consommateurs, l'ensemble des entreprises, des associations, etc., alors pas tous, bien entendu, mais c'est à l'échelle mondiale. La pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières, elle se déplace. D'accord ? Bon, mobilisation des acteurs privés, des États, des collectivités locales, des citoyens, des associations. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait une impulsion, il faut qu'il y ait des impulsions, et notamment politiques. Bon, la volonté politique, en toute honnêteté, elle n'est pas assez forte. À l'échelle mondiale. Alors certes, il y a des pays qui jouent un peu plus le jeu, parce que, pour des raisons historiques, des raisons culturelles, prenez l'exemple des pays scandinaves. Au Danemark, je suis allé, quand j'étais encore en activité, j'ai vu ce que c'était vraiment qu'un éco-quartier. Il n'a pas été pensé neuf parce que la ville existait déjà. Et petit à petit, on a transformé ce quartier. Et c'est devenu un éco-quartier. Vous avez des petites résidences, un étage, 2 étages. Vous avez beaucoup d'espaces verts. Vous avez des crèches, vous avez des services de proximité, vous avez des écoles, vous avez des transports en commun. Ça a pris du temps. Et c'est pas pour rien qu'on demande dans quel pays, parmi quels pays les enfants sont les plus heureux. Allez, souvent on cite ces pays scandinaves. Est-ce que c'est un lien uniquement avec la protection de la nature? Je pense que ça doit jouer, même s'il y a aussi d'autres facteurs. Puis les transferts nord-sud. Nous, on est toujours un petit peu... On est responsable, nous, malheureusement, de par notre industrialisation forte qu'il y a eu pendant des décennies. Mais le progrès technique, c'est nous aussi qui le maîtrisons plus que les pays en développement, même s'il y a des grands pays aujourd'hui en développement, émergents, qui sont à la pointe aussi du progrès technique. Et c'est-à-dire que les pays du Nord, pays développés, doivent aider aussi, de par leur innovation notamment, leur savoir-faire, les pays qui, en développement, parce que vous avez vu, ils sont combien? Ils seront 90% de la population mondiale à vivre dans les pays en développement dans 70 ans. Donc, le développement durable pour qui? Vous avez compris, les êtres humains, bien entendu, les humains contemporains, mais les générations futures, peut-être pas l'oublier, c'est le long terme. Hein, les pays du Nord, les pays du Sud. Par contre, des acteurs faibles aujourd'hui, vous avez deviné, c'est qui? Ce sont les générations futures, parce que eux, ils savent, nous on sait à peu près ce qu'on a fait, mais ils voient ce qu'on a fait et tout ce qu'on a mal fait quelque part. D'accord? On ne choisit pas de naître, on arrive, mais il faut vivre. Bon, et puis il y a la nature et les autres êtres vivants. Alors eux, ils subissent complètement, comment dire, l'impact. Eux, ils n'ont pas de moyens de résister. D'accord? L'espace qu'on occupe, de plus en plus, l'urbanisation se fait au détriment, bien sûr, de la biodiversité, bien entendu, puis les autres vivants. Allez,
Merci de votre attention. J'aime bien les citations. J'ai créé un livre uniquement de fausses citations. Je vous l'ai dit, je crois que Jean-Marie l'a dit tout à l'heure. Regardez Victor Hugo. Regardez, lui, ce qu'il disait déjà, il y a combien de temps, un siècle et demi. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Lui déjà, vous voyez, pourtant à son époque, comment dire, 1860 c'était la première révolution industrielle, mais peut-être déjà, vous voyez, il était sensible à ses préoccupations, toutes les questions que vous souhaitez. Ces préoccupations, elles sont. C'est ça qui fait aussi l'intérêt et le charme des conférences, parce que c'est ce que je faisais quand je faisais des cours en amphithéâtre. Je donnais assez régulièrement la parole aux étudiants, et surtout au début, puis après, ils s'étaient habitués. Je ne doute pas que vous allez réagir. Je vous écoute. Alors, vous n'avez pas évoqué la question des monnaies locales. Nous avons dans l'Aude une monnaie qui se développe, le souvien, dans la vallée de l'Aude. Oui. Et donc, avantages, inconvénients, risques, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, oui. Alors, je connaissais bien parce que le dernier doctorant que j'ai eu, qui a soutenu sa thèse d'ailleurs au mois de décembre, alors, n'a pas travaillé sur cette question-là, mais il travaillait, avant de faire une thèse avec moi, dans l'association Le Sol Violette, qui est à Toulouse, monnaie locale. Bon, donc je connais quand même, c'est vrai, je faisais intervenir d'ailleurs dans un de mes cours pour qu'il présente justement les monnaies locales. Bon, alors les monnaies locales, oui, c'est bien, ça permet, vous voyez, des avantages, des inconvénients aussi, mais c'est bien parce que ça crée du lien. Ça crée du lien économique, ça crée du lien social, et ça crée du lien donc avec l'espace, avec le territoire, et je trouve que c'est bien, vous voyez, quand je vous dis qu'on manque de lien, on manque de sens, c'est pas anodin quand vous achetez un bien ou un service et que vous payez avec une monnaie locale. C'est une démarche de consommateur responsable, quelque part. C'est-à-dire qu'à travers votre achat, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez participer au développement local. Donc je trouve que c'est très bien. Alors, il y en a plusieurs qui existent dans tout le territoire. La difficulté qu'il y a à un moment donné, c'est que on ne peut pas encore créer de la monnaie avec les monnaies locales. Et imaginez que le jour, comment dire, ces monnaies puissent se développer, peut-être qu'il faut le souhaiter, il y aura un problème à un moment donné de surveillance et de contrôle. Les régulateurs, notamment la Banque centrale, la Banque de France, elle a monnaie, imaginez que ça représente, je sais pas, 10, 15, 20% de la monnaie en circulation. Par nature, c'est des moyens de paiement qui vont lui échapper. On n'en est pas là, loin de là. Utilisez plutôt les monnaies locales, comment dire, que les crypto-monnaies et le bitcoin, par exemple, qui sont, comment dire, des monnaies hyper spéculatives. Par contre, moi, je suis, comment dire, assez favorable, si vous voulez. Alors, par nature, j'ai enseigné un très grand cours à Sciences Po Toulouse, dans mon établissement, qui s'appelait « Économie de la mondialisation ». En gros, je disais aux étudiants ce que c'était, bon, je fais cours. Et puis en même temps, je me disais, devant aussi les limites de la mondialisation, les crises multiples qu'on a connues, il faut trouver des alternatives, des solutions. Mais les solutions, elles ne seront pas globales. Moi, je pense, vous voyez, alors il y aura peut-être d'autres systèmes dans lesquels on va vivre demain. Mais je pense, vous voyez, et je suis très, très sensible à chaque fois qu'il y aura des initiatives à tous les niveaux, à une échelle locale, régionale, citoyenne. Et puis parfois ce sont des initiatives qui créent du lien, puis qui en même temps se diffusent parfois. Et à un moment donné, on se dit, ben oui, c'est quelqu'un qui a innové, qui a inventé, et puis on pense qu'il y a beaucoup de bienfaits à l'utiliser, et on le fait. Je pense que pendant tout votre exposé, je me suis rendu compte, enfin tout ton exposé, excuse-moi, je me suis rendu compte que le carburant en fait de cette économie durable, circulaire, c'est la sagesse en fait. Parce qu'on retrouve des principes de sagesse qu'on a peut-être, dont on s'est écarté, et qui en revenant dessus nous ramènent justement vers ces principes-là, vers ces méthodes, vers l'économie, vers la réutilisation de choses. Oui. Bon, ça c'est bon. Je ne pense pas être, si, je pense être un des derniers avec
avec mon voisin, tu sais j'ai quelques petites parcelles de vignes, et on s'amuse à ça, et on en est assez fiers. Chaque piquet de vigne, il a 3 vies. C'est-à-dire, on l'achète neuf, quand il est cassé, mais il est un peu plus court, mais on le réutilise à d'autres choses, et à la fin, on peut peut-être s'en servir comme piquet de vigne. Mais dès que quelque chose est cassé, on ne le rachète pas pour le remplacer, on regarde ce qu'on a et comment on peut le réutiliser. Et donc c'est simplement un peu de recul et surtout de la sagesse, je crois. C'est ça qui peut nous guider. Je te répondrai à cette notion de sagesse qui est belle, c'est très belle, parce que pendant votre discours, que j'étais très, très intéressé, j'ai 2 exemples à vous donner au sujet de la sagesse des industriels. Vous avez cité le fait qu'à un moment donné, ça devait être difficile de pouvoir arriver à produire dans notre industrie, comme elle est en ce moment dans notre société, sans produire quelque chose de durable, sans qu'on ait les chiffres d'affaires qui baissent et donc les rentabilités qui baissent. Il y a 2 exemples. Je crois que c'était la lampe à incandescence, Edison, je crois, si je me souviens bien. Il a vu que ces lampes étaient trop bonnes, et puis il a changé le matériau qui était à l'intérieur de ces lampes pour qu'elles puissent durer moins longtemps. Ça, c'est de la sagesse industrielle. C'est plutôt l'intelligence industrielle. Et j'ai un 2e exemple que moi, à l'époque j'avais trouvé fameux, c'est l'économe. Vous savez, le petit couteau pour éplucher les légumes. Oui, oui. Il est parti tout de suite, mais vraiment c'est très très vite, tout le monde a acheté ça, sauf qu'ils avaient fait une erreur, ils avaient fait les manches des couteaux en couleur flashy. Oui. Donc on ne jetait pas l'économe avec les épluchures. Et ils ont fait maintenant les économes en bois, très joli, très bien, tout ce qu'on veut, mais pour qu'on arrive à les jeter plus souvent, pour qu'on en rachète. L'être humain est extraordinaire, et il est capable de faire des très très belles choses quand il est sage. Mais en ce moment, je pense qu'il n'y a pas que des sages. Oui. Il y a des sages de leur portefeuille, pardon. On vit dans un monde qui est par nature très complexe, très instable, très incertain. Et puis la crise sanitaire qu'on vit, vous devinez, a rajouté encore de l'incertitude. Même les jeunes. Moi, le directeur de mon établissement, que je connais très bien, c'est un ami à moi, il me disait il y a encore quelques mois, il me dit, mais j'ai des étudiants qui sont en situation de détresse, de ne pas pouvoir revenir à l'université. Je prends qu'un exemple parmi tant d'autres, parce qu'ils sont isolés, ils sont dans une petite chambre étudiante avec 9 mètres carrés, un ordinateur 8 heures par jour. Bon, il y en a qui sont... donc là, apparemment, l'universitaire va redémarrer, en train de redémarrer, avec un retour, comment dire, dans des lieux, dans des salles, des amphithéâtres où physiquement, ils pourraient être présents. Bon. Mais au-delà de tout ça, je pense aussi, oui, que quand je parlais des volontés politiques, je pense qu'elles ont un rôle très important à jouer. D'accord. Je prends un exemple très concret. Donc moi j'habite au nord de Toulouse, une commune. On a fait construire une maison, il y est toujours, il y a 35 ans. C'est une ville de maraîchers à l'origine. On fabriquait la violette, les carottes, tout ce que vous voulez. Bon, moi je voyais encore des horticulteurs qui se levaient la nuit pour ramasser la violette, parce que c'est là qu'elle poussait. Bon. Et puis progressivement, bien sûr, ça s'est urbanisé. Heureusement, c'est construit des petites maisons, très peu de résidences. Par contre, là, depuis 5 ou 6 ans, qu'est-ce que je vois? Mais là comme ailleurs, dans cette première couronne de Toulouse, des maisons, y compris de maraîchers, ce qu'on appelle les Toulousaines, qui sont détruites, qui sont cassées, tout simplement parce que, pour tout un raison, il n'y a pas de succession. Et puis à la place, qu'est-ce qu'on fait? On monte, comment dire, une résidence avec, je ne sais pas combien, des dizaines et des dizaines d'appartements, quelque part. Vous voyez? Et il y a 2-3 ans, on se promenait dans une commune d'à côté, et puis on était voir, je crois que c'est une exposition de peinture, pour le coup, et puis on tombe sur le maire. C'était... par hasard, je ne connaissais pas du tout, on discutait avec lui, et puis on parlait un peu de ces problèmes d'aménagement, d'urbanisme, etc. Il dit, lui, il était confronté aussi à ces problématiques, il fallait bien sûr accueillir
petit peu plus chaque année, on va dire, des nouveaux habitants. Et il me dit, oui, moi, les Toulousaines, j'en ai classé, je ne sais plus combien, 100 ou 150 dans la commune. Ça veut dire que lui, il a pris la décision, avec son conseil municipal, de classer les Toulousaines. Ça veut dire que ces Toulousaines, on ne pourra pas les toucher. Bon. Ça veut dire, oui, qu'à un moment donné, et quand je vous disais aussi qu'il faut penser le long terme, alors par contre, ça peut avoir un coût politique à court terme. On ne prend pas des décisions maintenant parce qu'on sait que elles ne sont pas favorables. C'est un coût, fiscalement, je ne sais pas de quelle nature. Donc forcément, on n'est peut-être pas sûr d'être heureux la prochaine fois, donc on retarde les décisions, etc. D'accord? Mais à un moment donné, on sait que ces décisions, de toute façon, il faudra les prendre. Et plus tard, on va les prendre, plus lourdes, elles seront insupportées quelque part. Donc vous voyez, à un moment donné, moi ça ne me dérange pas s'il faut peut-être que mon porte-monnaie soit un petit peu moins important, mais si je sais que ça va peut-être profiter, comme je vais dire, à mes enfants et mes petits-enfants quelque part. Les miens ou tous les autres. D'accord? Vous voyez, je crois qu'on est dans une période quand même historiquement très intéressante à étudier, qui est très complexe en même temps. Vous vous rendez compte, 7 milliards et demi d'habitants là, qui vivent, qui échangent, qui communiquent, des épidémies qui arrivent, etc. Donc c'est déjà très complexe, ça l'est encore plus. Donc forcément, ça nécessite, si vous voulez, de modifier un petit peu nos états d'esprit. On ne peut plus vivre comme on vivait, comme on dire, replié sur le même. Aujourd'hui, non, on est en contact avec le monde entier. Par les ordinateurs, regardez, les réseaux sociaux, il y a un proverbe japonais, je ne sais plus comment c'est, oui, chaque mot écrit ou prononcé, on ne pourra jamais le renouveler. C'est-à-dire qu'en gros, dès que vous prononcez un mot, c'est fini. Et si vous le mettez sur les réseaux sociaux, alors là, on n'en parlons plus. D'accord? Bon, ça veut dire oui, qu'on a trop vécu, je trouve, déjà, pas en pensant long terme, on a trop vécu aussi l'instant présent, il faut le vivre l'instant présent, il faut en profiter. Alors, vous voyez, moi je m'arrête, je me promène, y compris dans la nature, mais je me dis, mais qu'est-ce que je suis bien, on profite, on savoure l'existence. Mais à un moment donné aussi, il faut penser que collectivement, il y a des enjeux qui sont très importants. Alors moi je suis assez optimiste de nature, donc je pense que l'intelligence de l'homme finira par l'emporter globalement, collectivement, et que les problèmes qu'on a rencontrés, et qui sont très forts et très réels aujourd'hui, à un moment donné, collectivement, mais rien n'est gagné par avance, quelque part. Oui, je voulais soulever quelque chose qui me semble important, c'est l'éducation. Oui. Donc, quand vous parlez de la conscience, l'insouciance, etc., pour moi, tout commence petit, oui. Tout commence aussi à l'école, oui. Tout commence chez les parents, qui sont les premiers éducateurs, et le rôle après des associations, de la société, tout ça devrait continuer cette éducation, mais ça me semble très important que les enfants apprennent certaines choses et qu'ils aient conscience de certaines choses, non pas dans je dirais dans le malheur, mais plutôt dans la joie de construire quelque chose, un monde qui soit différent, meilleur pour eux, pour tout le monde, et pour le monde, pour la Terre en elle-même, puisque la Terre n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin de la Terre. La Terre est une entité vivante, et en ça, tout le monde doit la respecter. Voilà. Je partage pleinement. Ma femme était à la retraite et était professeure d'anglais, donc forcément elle était en lien aussi avec des jeunes. Et je partage pleinement. Parce que, et au passage, regardez, pourtant en France, on se plaint à tort ou raison, je sais pas, qu'à l'école, comme on dit, on n'arrive pas à lutter contre les inégalités scolaires, etc. Mais ça fait je ne sais pas combien, 30 ans ou 40 ans qu'on entend parler de ces problèmes récurrents, notamment de l'apprentissage qui n'est pas suffisant, etc. Donc là, oui, à un moment donné, je sais pas, il faut pas que ce soit uniquement que les hommes politiques qui se réunissent, comme dire, pour dire voilà quel pourrait être l'objet du prochain livre. Il faut aussi que ce soit les enseignants.
même s'ils sont représentés par des syndicats, mais aussi les parents d'élèves, les parents tout court, qui se disent, mais quelle est l'école dont on a besoin demain? D'accord? Et écoutez, vous avez entièrement raison. Moi, je crois que je ne connais pas les programmes suffisamment, notamment dans les plus jeunes classes, mais j'ose espérer, oui, que certaines notions que je vous ai un petit peu introduites aujourd'hui, que vous connaissiez, notamment le respect de l'environnement et de la nature, soient déjà introduites quelque part. Et moi, je pense que c'est notamment, plus on sensibilisera tôt les enfants, plus quelque part ils comprendront l'intérêt de respecter l'environnement. Parce qu'ils se rendront compte, de toute façon, c'est leur propre environnement dans lequel ils vont grandir. Il faut peut-être qu'il soit plus sain qu'il ne l'est aujourd'hui quelque part. Moi, je partage pleinement, et ça nécessite certainement de revoir, et même parfois peut-être la façon dont l'école existe aujourd'hui, la façon dont une journée de classe se déroule, les apprentissages, oui, peuvent se faire peut-être différemment. Il y a des pays qui font mieux que nous, quelque part, apparemment, en termes d'apprentissage, quelque part. Mais parfois, des fondamentaux qu'on connaît, notamment l'écriture, le parler, ou d'autres savoirs, ou d'autres savoir-faire. Mais oui, je crois qu'on a tous passé par l'école, mais avec le recul, on se rend compte que peut-être la société s'étant tellement transformée depuis 20 ou 30 ans, il faut aussi que l'école puisse se transformer aussi rapidement, mais essayons de faire, comme dire, une réforme, une réforme qui soit pas encore une énième réforme qui entraînera. Je n'arrive pas à comprendre, moi, comment on n'arrive pas depuis 30 ans ou 40 ans, à juguler ces problèmes, d'échec scolaire notamment, ou d'inégalité face à l'école quelque part. On a du talent. Il y a des hommes et des femmes qui ont du talent. Donc il faut forcément les aider à continuer de créer. D'accord? Et là, je vois par exemple à l'université, on est, j'étais à mon chargé de mission à la création d'entreprises par des étudiants. Et ça marche. Ils sont très peu nombreux. Et ça n'existait pas. Et dernier point, c'est un des premiers propos que vous avez formulés sur, en gros, l'agriculture biologique. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait, une conférence sur l'agriculture biologique, je reparle de ça il y a peut-être une bonne quinzaine d'années, public de professionnels notamment, et très peu tourné encore vers l'agriculture biologique. Et j'essayais un petit peu de leur montrer, quelque part, l'intérêt dans le futur, peut-être, de commencer, peut-être pour certains, s'ils le souhaitaient, une reconversion vers l'agriculture biologique. Je prends un exemple, il y avait beaucoup d'éleveurs de porcs. Je dis, mais à combien vous vendez le kilo de porc en ce moment? Je ne sais plus combien c'était, 1 euro le kilo, enfin je ne sais plus combien c'était. Bon. Et je lui dis, mais est-ce qu'il y a des agriculteurs biologiques? Ils étaient très peu, c'était plutôt du côté de Pau que je faisais ça. Donc il y en a un qui faisait déjà du porc noir de Bigorre. Et je lui dis, à combien vous le vendez? C'était 3 euros le kilo. Bon. Et il me dit, mais j'arrive à vivre. Je vis mieux que ceux qui le vendent, à 1 euro le kilo. Et en plus, moi, le produit que je propose, il est sain quelque part. D'accord? Souvenez-vous, et vous avez entièrement raison, regardez comme aussi les mentalités évoluent dans le temps. Regardez le discours qu'il y avait sur l'agriculture biologique il y a 15 ou 20 ans. Déjà, moi, quand je demandais à l'amphithéâtre, il y avait 300 étudiants, il y a 20 ans, qui a consommé des produits biologiques le mois dernier. Il y en avait 1 ou 2, 3, je n'osais même pas lever la main, etc. Je posais la même question l'an passé, vous aviez tout l'amphithéâtre qui avait levé la main. 20 ans plus tard. Souvenez-vous ce qu'on disait, oui, l'agriculture biologique c'est pour les bobos, vous savez ce qu'on disait, ça coûte plus cher, etc. Puis regardez aujourd'hui, 20 ans plus tard, regardez déjà les surfaces, c'était 1 ou 2% en bio, aujourd'hui, je ne sais pas, il faut peut-être regarder, c'est peut-être 15 ou 20%. D'accord? Bon. Et regardez, aujourd'hui, les prix se sont aussi démocratisés, tout simplement, parce que, on produit davantage quelque part. Et donc forcément, s'il y a une offre plus grande, donc c'est-à-dire plus d'agriculteurs qui se sont convertis vers le bio, on peut offrir, et de ce fait, proposer des prix qui sont certes un petit peu plus chers peut-être que ceux qui sont de l'agriculture traditionnelle, mais bon, qui quelque part, regardez, vous voyez, ce qui veut dire aussi que
au-delà des talents, il faut prendre l'initiative de la création. Il faut aussi, à un moment donné, ceux qui arrivent avec des idées qui sont nouvelles, je remets sur l'idée, qui, c'est pas trop pire en même temps, ceux-là, ils sont peut-être, au contraire, ce sont des précurseurs, quelque part. Et là, je veux dire, pour terminer, mais, encourageons les précurseurs, hein, par tous les moyens, et je partage votre idée quand vous dites que, bah oui, parfois au niveau local, on peut faire beaucoup de choses, et là, j'en suis très conscient. La soirée va être courte maintenant, mais je vous en souhaite en tous les cas une très belle soirée.